Bonjour, aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Paul Bernier, nutritionniste et présidente de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec. Mme Bernier est également membre du groupe de travail canadien sur la malnutrition. Bien, la malnutrition, comme on l'entend, c'est surtout ce qu'on appelle la dénutrition, parce que la malnutrition peut aussi être de l'obésité et de la dénutrition, mais là, on va vous parler de dénutrition. La dénutrition touche chez les personnes admises aux soins, en soins de courte durée, à peu près un patient sur deux. Alors, au moment de leur admission, il y a un patient sur deux qui est dénutri, ou entre 40 et 50 %. Et ça a été validé au Canada par une étude que le groupe de travail canadien sur la malnutrition a complétée l'année dernière. Et l'état nutritionnel lors du séjour en soins de courte durée se détériore chez la plupart des gens, même s'ils étaient en bon état nutritionnel à leur arrivée. Et malheureusement, ils repartent de l'hôpital soit vers une maison de convalescence, le domicile ou un centre hospitalier de soins de longue durée, souvent dans un état nutritionnel inadéquat, qui les affaiblit, qui les empêche d'être aussi fonctionnels qu'ils pourraient l'être. La malnutrition est insidieuse, on ne la voit pas à l'œil nu. On sait très bien, c'est documenté, que les gens qui rentrent, même avec un surpoids, une obésité, peuvent être dénutris et quelqu'un qui les accueillerait ou qui ferait leur admission ne pourrait pas détecter qu'ils sont dénutris. Et si une personne est dénutrie, en soins aigus, par exemple, où il y a des plaies chirurgicales à guérir ou des infections à combattre, à ce moment-là, c'est beaucoup, beaucoup plus lent et c'est compromis. Chez la population en général qui est hébergée, on peut avoir un problème de plaie de pression, par exemple, qui fait que la patiente va être extrêmement souffrante et requérir des soins beaucoup plus grands. La dénutrition aussi fait fondre, si je peux utiliser un terme de grand public, fait fondre les muscles, donc une incapacité à se mobiliser, une perte d'autonomie et évidemment une réduction du système immunitaire. On parle là de gens qui vivent, somme toute, en communauté, donc il y a beaucoup plus de risques de contamination virale ou bactérienne et donc le système immunitaire étant déficitaire chez les patients dénutris, on aura donc des patients, une clientèle hébergée malade beaucoup plus souvent, requérant beaucoup trop souvent aussi des transports en centre de soins de courte durée. Une personne obèse a des besoins nutritionnels aussi importants qu'une personne qui n'est pas obèse. La dénutrition s'installe quand il y a un déséquilibre entre les besoins des individus, des tissus, des cellules et les apports. Alors, à partir du moment où on ne mange pas suffisamment pour combler les besoins de nos tissus, de nos organes, de nos cellules, la dénutrition s'instaure. Et afin de fonctionner, l'organisme est tellement bien fait qu'il va aller puiser par un mécanisme en utilisant le foie, il va aller puiser dans les muscles, dans les protéines qui sont dans la peau et les protéines qui sont circulantes. Il va aller puiser une réserve d'énergie qu'il n'a pas dans l'alimentation. Mais les protéines dans les tissus, dans les muscles, ne sont pas là comme une source d'énergie, ils sont là comme constituants intrinsèques de ces tissus-là. Et à partir du moment où on les utilise pour autre chose, l'intégrité fonctionnelle est compromise. On a une diminution de la force et de la contractilité musculaire, beaucoup plus de risques de pneumonie. Je parlais tout à l'heure des plaies de pression. L'intégrité de la peau, c'est extrêmement important. Et chez les gens qui peuvent avoir une paraplégie, par exemple, on voit, moi je les vois en soins de courte durée, ils nous sont transférés chez nous avec des
des plaies de pression qui sont même pas, sont dépassées le stade 4. Donc, il y a un impact réel. Et tout ça ajoute à la souffrance de l'individu, mais ajoute aussi au travail du personnel soignant et augmente le risque de blessure parce qu'il y a besoin de soutenir plus les résidents. Et tout ça contribue aussi à un climat de travail qui pourrait être moins intéressant que si les gens sont capables de participer et sont en capacité optimale compte tenu de leur situation individuelle.